Bienvenue, aujourd'hui on va un peu bousculer l'image qu'on a de la fin du règne de Louis XIV. On pense Versailles, Roi Soleil, tout ça. Oui, l'apogée, la gloire. Exactement. Mais là on part loin de la cour, direction Rouen, une des plus grandes villes du royaume à l'époque. Et l'ambiance, elle était plutôt électrique. C'est le moins qu'on puisse dire. J'ai une anecdote qui plante bien le décor. Les archives parlent des habitants, des quartiers un peu misérables, on va dire, qu'on surnommait les Purins. Ah oui, les purins. Et en 1694, il y a une foule furieuse qui va carrément assiéger la maison d'un négociant très riche, un certain Legendre. On l'accusait de cacher du blé, de spéculer pour faire monter les prix. Ça nous met direct dans le bain. Tout à fait. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est d'explorer ces émeutes, ces tensions à Rouen et dans les environs entre 1690 et 1715. Une période compliquée, hein, guerre, difficultés économiques. Très compliqué. Et pour nous guider dans cette exploration, on s'appuie principalement sur un travail universitaire assez pointu. C'est le mémoire de maîtrise de Jean-Marcel Gauger qui date de 1975. D'accord. Il a vraiment dépouillé les archives municipales de Rouen, la correspondance de l'intendant, donc le représentant du roi sur place. Et qu'est-ce qu'il en ressort? Eh bien, ce que Gauger montre, c'est que les grosses émeutes qu'on connaît un peu, comme 1693 ou 1709, c'était pas juste des incidents isolés, des coups de tonnerre dans un ciel bleu, si vous voulez. Non, c'était plutôt l'orage qui grondait en permanence. C'est un peu ça, oui. Elle s'inscrivait dans un climat de tension sociale quasi constant. Voilà, c'est ça qui est fascinant. Alors on va essayer de comprendre ensemble ce qu'il y avait vraiment derrière ces émotions populaires, comme on disait. Qu'est-ce qui faisait gronder les gens, au-delà de la simple faim? Comment elle fonctionnait, cette société rouennaise, sous une telle pression? Bref, on va décortiquer un peu tout ça. Oui, et pour bien comprendre, il faut d'abord resituer un peu le contexte général. La fin du règne de Louis XIV, c'est une période vraiment éprouvante pour le royaume. Les guerres, j'imagine? Surtout les guerres, oui. On sort de la guerre de la Ligue d'Augsbourg, on enchaîne avec la guerre de succession d'Espagne, c'est quasi continu. L'effort de guerre est colossal, financier, humain. Et puis la Normandie, c'était pas sa première crise, hein? Non, loin de là. Il faut se souvenir qu'au XVIIe siècle, il y a eu de grandes révoltes. La Fronde, bien sûr, mais aussi les Nu-Pieds, spécifiquement en Normandie. Donc, cette période 1690-1715, elle s'inscrit dans une histoire plus longue de tensions. Et Rouen, au milieu de tout ça, c'est pas n'importe quelle ville. Ah non, c'est un poids lourd, peut-être la troisième ville de France en population, un poumon économique majeur. Le port, le commerce international, colonial même. Les manufactures textiles aussi, non? Absolument, les manufactures textiles très importantes. Et puis c'est un centre administratif, le Parlement de Normandie, la plus haute cour de justice de la province, l'intendance. L'intendant, le représentant du roi, souvent en conflit avec les pouvoirs locaux, j'imagine. Souvent, oui. C'est une ville puissante, mais qui cache d'énormes contrastes sociaux. Gauger, il utilise les registres d'impôts, la capitation notamment, Ah oui. Pour montrer quoi? pour montrer comment la richesse est concentrée. Une petite élite d'officiers royaux, de magistrats, de grands marchands, et à côté, des dizaines de milliers d'ouvriers, surtout dans le textile, qui vivent dans une précarité extrême. Et ça se voit dans la ville elle-même. Oui, même la géographie de la ville le montre, les beaux quartiers, au centre, à l'ouest, et puis les quartiers populaires, ceux des fameux purins, à l'est, au sud-ouest, près du port, dans les faubourgs. L'hôpital général qui recueille les indigents déborde souvent. Donc on a un moteur économique puissant, mais un peu sur le fil du rasoir, quoi. C'est ça. Le port, les grands négociants comme les Legendre, les Lecouteuil, c'est vital, mais ce commerce est très sensible aux guerres. Et surtout, il dépend énormément du crédit. Et ça, le crédit, ça va devenir un énorme problème. On y reviendra. Et l'industrie textile? Très diverse, elle emploie énormément de monde, mais elle est aussi très vulnérable aux crises. Et ça nous amène à un point important. Cette relation très complexe entre la ville et sa campagne. Pour la nourriture, la main-d'œuvre. Exactement. L'approvisionnement en grains, la main-d'œuvre qui vient des campagnes et les matières premières, c'est une interaction constante et souvent une source de conflit. Et tout ça dans une société d'ordre très hiérarchisée. Tout à fait. Les corps constitués sont très importants. Le Parlement, l'hôtel de ville, la chambre de commerce, les corporations de métiers, chacun défend ses privilèges bec et ongles. La ville elle-même a des privilèges comme ne pas payer la taille, c'est ça? Oui, l'exemption de la taille, le principal impôt direct qui pèse lourdement sur les campagnes. Ça crée forcément des tensions entre la ville et le plat pays. Mais il y a aussi des conflits à l'intérieur même de Rouen.
Ah oui, énormément. Des luttes d'influence par exemple entre le Parlement et le bailliage, qui est un tribunal royal inférieur, des querelles de préséance ridicules mais très sérieuses pour les contemporains. C'est un vrai sac de nœuds. Alors justement, démêlons un peu ce sac de nœuds. Qu'est-ce qui nourrit concrètement la colère? On pense au pain, bien sûr. Oui, le pain c'est souvent le déclencheur, le symbole, mais Gauger montre bien que les racines du mécontentement sont multiples et qu'elles s'entremêlent. Il y a d'abord, et c'est crucial, la pression fiscale. Qui devient insupportable. Elle devient écrasante. Pour financer les guerres, l'État royal augmente les impôts indirects qui existent déjà, la gabelle sur le sel, les aides sur les boissons. Et il en crée de nouveaux. Surtout, oui. Il crée des impôts directs qui touchent même les villes privilégiées, comme Rouen. La capitation en 1695, puis le 10e en 1710. Ça passe mal. Et la vente d'office, Le roi vend aussi massivement de nouvelles charges, de nouveaux offices. Ça rapporte de l'argent à l'État, mais ça perturbe complètement les hiérarchies locales. Ça coûte cher à ceux qui doivent les acheter pour maintenir leur statut. C'est un cercle vicieux. Même les élites, elles sentent la pression. Oui, même elles. Elles résistent à leur manière, plus discrètement, elles ralentissent les paiements, elles négocient, mais elles sentent la pression. Et pour le peuple, c'est évidemment encore plus dur. Et à côté de ça, il y a un autre facteur, peut-être moins connu du grand public, mais qui semble avoir eu un effet dévastateur, la crise monétaire. Absolument. C'est un point essentiel. Les guerres coûtent une fortune, elles vident les caisses de l'État. Le royaume manque cruellement de pièces d'or et d'argent, de numéraires. Et que fait le pouvoir royal? Pour essayer de récupérer du métal précieux, il fait ce qu'on appelait des remuements monétaires. En gros, il manipule la valeur des pièces. On décrète qu'une pièce vaut moins, ou on en frappe de nouvelles avec moins de métal précieux. L'objectif, c'est de faire rentrer de l'argent dans les caisses royales? Voilà. Mais l'effet sur l'économie réelle, c'est une catastrophe. Concrètement, à Rouen, ça donne quoi? Une ville qui vit du commerce. Ça veut dire que la confiance s'écroule. Le crédit, qui est vital pour les négociants, pour les fabricants de textiles, devient très rare ou alors à des taux exorbitants. Et les salaires? Les salaires, qui sont souvent payés en espèces à Rouen, perdent une partie de leur valeur réelle à cause de ces manipulations. Pouvoir d'achat en baisse, donc. C'est un véritable étranglement économique. Les secteurs les plus dynamiques, comme le textile, sont touchés de plein fouet. On a même essayé localement de créer une sorte de banque pour faciliter les paiements, mais ça n'a pas marché. Et la conséquence logique de cette double crise fiscale et monétaire, c'est? Le chômage. Exactement. Le chômage de masse. Le secteur textile qui fait vivre une énorme partie de la population de Rouen et des villes alentours comme Elbeuf ou Darnétal est sinistré dans les pires moments. Gauguet parle de dizaines de milliers d'ouvriers sans travail. Ça doit créer une situation sociale explosive. Terriblement. Ça jette sur les routes des bandes d'errants, des vagabonds. C'est un mélange d'ouvriers qui ont perdu leur emploi, de paysans qui n'ont plus de terre. Ils inquiètent énormément les autorités. On essaye de créer des ateliers de charité, des sortes de travaux publics pour occuper les plus pauvres, mais c'est une goutte d'eau. Et comme si ça ne suffisait pas, là-dessus viennent se greffer les crises de subsistance, le fameux prix du pain. Oui, les mauvaises récoltes sont malheureusement fréquentes à cette époque. Il y a des pics terribles en 1693-1694 et surtout le fameux Grand Hiver de 1709. Ah oui, 1709. Là, les prix des céréales s'envolent littéralement. La mine de blé, qui fait à peu près 25 kilos, son prix peut plus que doubler en quelques mois. Ça atteint des niveaux complètement fous en 1709, intenables pour les familles modestes. Et la spéculation, elle joue un rôle majeur. Oui, ou du moins la perception de la spéculation. Les gens accusent les marchands de cacher le grain. Et le fait que Rouen soit une étape obligatoire pour beaucoup de convois de blé qui montent vers Paris, ça ne fait qu'attiser les tensions localement. Les gens veulent garder le grain sur place, Exactement. On voit des affrontements entre les citadins et les paysans des alentours qui essaient de bloquer les convois. Ça arrive à Caudebec, à Elbeuf. Donc, si on récapitule, impôts écrasants, monnaie qui ne vaut plus rien, chômage massif, prix de la nourriture qui explose, il manque quelque chose. Oui, il faut ajouter le fardeau militaire direct. Le logement des gens de guerre chez l'habitant, les réquisitions de matériel, de chevaux, et puis le recrutement pour la milice royale qui est souvent brutal et très mal vécu. Ça fait beaucoup. Effectivement, ça fait beaucoup. Et c'est justement cette accumulation, cette interaction entre toutes ces crises qui est au cœur de l'analyse de Gauger. Ce n'est pas juste « Ah tiens, une crise du pain ici, une révolte contre un impôt là ». Non, c'est tout le système socio-économique qui est sous une tension extrême.
Chaque problème en aggrave un autre, en fait. C'est ça. La crise monétaire cause le chômage rend la hausse des prix alimentaires encore plus insupportable, et tout ça sur fond de pression fiscale qui ne cesse d'augmenter. Le pain, c'est souvent l'étincelle, oui, mais la colère, elle est nourrie par bien d'autres choses. Alors, face à cette pression terrible, comment les gens réagissent? Il n'y a pas que les émeutes violentes, j'imagine. Il y a toute une palette de réactions, de résistances. Les élites, elles, utilisent plutôt les moyens légaux ou ce qui leur semble légal. Elles envoient des requêtes au roi, elles font des procès, elles freinent l'application des mesures fiscales. Une sorte de résistance passive. Et le peuple? Au quotidien, chez les gens ordinaires, on voit beaucoup de petites infractions. La contrebande pour éviter de payer les taxes à l'entrée de la ville, les fameux passe-murailles, la fraude sur les poids et mesures sur les marchés, des stratégies de survie souvent. Et il y a des formes de criminalité plus organisées? Oui, tout à fait. Le faussonnage notamment. C'est la contrebande de sel pour échapper à la gabelle, l'impôt sur le sel qui est très lourd. Gauger montre que c'est une activité très répandue autour de Rouen. C'est dangereux, non? Très dangereux. Parfois, c'est mené par des bandes armées, bien organisées, qui n'hésitent pas à affronter les gabelous, les agents du fisc. Elles opèrent aux portes même de la ville. C'est illégal, c'est très durement réprimé si on se fait prendre. Mais ça bénéficie d'une certaine sympathie populaire. Ça permet d'avoir du sel moins cher, c'est vital. Et il y a aussi des refus d'impôts plus directs? Oui, ça arrive. Des refus de payer, parfois accompagnés de violences contre les collecteurs d'impôts, les huissiers. On a des exemples précis. Et puis, il y a les moments où la colère explose vraiment, les émeutes. Et d'après Gogé, ce n'est pas juste 1693 et 1709, c'est presque chronique en fait. Oui, il en recense un grand nombre, de différentes ampleurs. Si on regarde la chronologie, on voit des pics de tension très réguliers. Pendant la grande famine de 1693-1694, il y a des troubles parce que la ville ferme ses portes aux affamés qui viennent des campagnes. C'est dur, mais c'est la politique de la ville. Et après? En 1696, des violences contre les recruteurs de la milice. Et on a même une grève ouvrière à Darnétal, un centre textile juste à côté de Rouen. C'est intéressant ça. Une grève, déjà à l'époque? Oui, une action collective des ouvriers. En 1700, de nouveau des troubles liés au prix du pain, mais qui sont aussi liés à un conflit politique local entre le Parlement et le bailliage sur la gestion des marchés. En 1707, ce sont les bandes de fauçonniers armés qui font parler d'elles, très actives aux portes de Rouen. Et ça nous amène à la grande révolte de 1709. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial, celle-là? C'est d'abord l'ampleur des événements. Et puis, il y a une impression de coordination. Le contexte, on l'a dit, est dramatique. L'hiver a été terrible, le chômage est absolument massif dans le textile à cause de la crise monétaire qui n'en finit pas. Les gens sont à bout. Complètement. Gauger raconte que des délégations d'ouvriers vont voir l'intendant de Courson pour le sommer d'agir. Ils le menacent carrément de passer à l'action si rien n'est fait. Et ils le font. Et ils le font, oui. Le 3 juillet, à Rouen même, des groupes attaquent d'abord l'hôtel de l'intendance, le symbole du pouvoir royal local. Ensuite, ils vont piller les maisons de certains personnages accusés de spéculer sur le grain ou de mal gérer la crise alimentaire. Et ça ne s'arrête pas là? Non. Quelques jours plus tard, le 7 juillet, ça explose à Elbeuf, l'autre grand centre textile tout proche. Là, c'est près de 2000 ouvriers, une foule immense qui attaque et pille un grand grenier à blé. 2000 personnes. C'est énorme. Et cette simultanéité, Rouen puis Elbeuf, ça suggère quoi? Ça suggère qu'il y a eu peut-être une forme d'organisation, de concertation. Difficile d'avoir des preuves directes, mais Golger pense que les réseaux de métiers, ou peut-être des confréries ouvrières plus ou moins clandestines, ont pu jouer un rôle pour coordonner l'action. Les cibles choisies ne sont pas non plus le fruit du hasard. Et face à une telle explosion, comment les autorités réagissent? Elles sont dépassées? Au début, oui, clairement. À Rouen, ce sont les notables de la municipalité qui réagissent. Ils mobilisent la milice bourgeoise, ils ferment les portes de la ville pour contrôler les entrées et sorties. Finalement, l'armée intervient, des dragons sont envoyés. Il y a une répression sanglante. Oui. La répression directe reste finalement assez limitée à Rouen même. Mais à Elbeuf, il y a des arrestations. Et puis, un personnage clé va émerger dans cette crise. Nicolas Mesnager. Qui est-ce? C'est un riche négociant de Rouen, mais qui a ses entrées à la cour, à Paris. Il va jouer un rôle de médiateur. Il va négocier avec le pouvoir royal et obtenir quelque chose d'essentiel. Quoi donc? Des mesures financières que les milieux économiques rouennais réclamaient depuis longtemps pour essayer de débloquer la situation monétaire et relancer l'économie. Notamment l'envoi d'argent frais à Rouen. Ça, c'est crucial pour calmer le jeu.
Et d'ailleurs, l'intendant de Courson, qui est jugé comme ayant mal géré la crise, est rappelé par le roi. C'est intéressant. On voit bien qui sont les cibles de la colère, les spéculateurs supposés, les agents du fisc, les symboles de l'autorité royale comme l'intendant. Est-ce qu'on peut y voir une sorte de logique, une conscience politique derrière tout ça? C'est la grande question, effectivement. Il y a bien sûr une lutte pour la survie immédiate, contre la faim, contre le chômage, contre la misère pure et simple. Ça, c'est évident. Mais il n'y a pas que ça. Non, il y a aussi, je crois, une réaction à ce qui est ressenti comme une injustice, comme une violation des règles habituelles, de la coutume, des droits acquis. C'est souvent une défense de l'ordre ancien, ou de ce qu'on imagine être l'ordre ancien, face aux nouveautés fiscales ou administratives que l'État centralisateur essaye d'imposer. Ce n'est pas une révolution, on ne veut pas renverser le roi et... Non, pas du tout. On ne remet pas en cause le système monarchique lui-même. Goyer, il reprend une expression de son directeur de thèse, Robert Mandrou, je crois. Il parle d'une forme de pré-syndicalisme, C'est-à-dire? c'est-à-dire une action collective, parfois organisée, comme on l'a vu avec les délégations ou la grève de Darnétal, pour défendre des intérêts très concrets. Et il y a toujours cette croyance, peut-être naïve mais réelle, qu'on peut obtenir justice en s'adressant aux autorités locales, au Parlement ou même au roi, là-haut, qui est censé être juste mais mal informé par ses ministres. Et le rôle de ces autorités locales, justement, le Parlement, la municipalité, vous disiez qu'il était parfois ambigu. Oui, c'est un point très important. Les autorités locales, elles naviguent un peu à vue. Elles oscillent entre la répression, parfois brutale quand l'ordre public est vraiment menacé, et puis des tentatives d'apaisement. Comme les distributions de nourriture? Oui, les distributions de pain, les ateliers de charité, parfois des concessions sur les taxes locales. Et ce que Jaugère suggère, et qui est passionnant, c'est que certains de ces corps constitués, comme le Parlement de Rouen, ont peut-être parfois utilisé les troubles populaires pour faire avancer leurs propres pions. Comment ça? Par exemple, dans leur conflit permanent avec l'intendant ou avec le bailliage sur qui doit contrôler le marché au grain. Une petite émeute au bon moment, ça peut aider à faire pression. C'est cynique, mais possible. Et inversement, la police locale, elle fait quoi? La passivité qu'on observe parfois chez les forces de l'ordre locales, les archers, face aux contrebandiers ou aux bandes d'errants, ça montre aussi les limites du contrôle de l'État, et peut-être des formes de solidarité locale, ou simplement la peur. Et puis les conflits internes entre toutes ces autorités, ça crée des failles, la contestation peut s'y engouffrer. Mais malgré toutes ces tensions, toutes ces explosions de colère, on n'a pas l'impression qu'il y a un front uni contre le pouvoir royal. Le peuple et les élites locales, ils ne font pas cause commune, hein. Non, et c'est une autre leçon importante de cette étude. Il n'y a pas d'alliance durable entre les élites qui pourraient contester certains aspects de la politique royale, certains magistrats du Parlement par exemple, et le peuple qui se révolte dans la rue. Pourquoi? Les intérêts sont trop différents? Oui, fondamentalement. Les notables rouennais, même quand ils critiquent le roi ou ses ministres, ils tiennent avant tout à leurs propres privilèges, à leur statut et à l'ordre social qui les place au sommet. Ils peuvent tolérer, peut-être même instrumentaliser les troubles jusqu'à un certain point. Mais pas trop loin. Exactement. Dès que leurs propres biens, leurs propres pouvoirs sont menacés, comme en 1709 quand on pille les maisons des riches, là, ils basculent clairement du côté de la répression. La milice bourgeoise qu'il dirige, elle rétablit l'ordre. Les divisions sociales, les divisions entre corporations restent plus fortes. Alors, au final, tout ça, toutes ces années d'agitation à Rouen, ça a servi à quelque chose? Quel impact ça a eu? L'impact immédiat, il faut être honnête, est assez limité. Ces révoltes, elles ne débouchent pas sur une révolution, bien sûr. L'ordre monarchique n'est pas remis en cause dans ses fondements. Mais elles ne sont pas totalement inutiles. Non, elles ne sont pas sans effet. Elles obligent quand même les autorités à faire des concessions ponctuelles, comme les mesures monétaires obtenues par Messnager en 1709. Sans ça, la situation aurait peut-être été encore pire. Et à plus long terme? À plus long terme, elles nourrissent aussi une réflexion au sommet de l'État. Les rapports des intendants, les mémoires comme ceux de Messnager sur les problèmes économiques, les idées d'économistes comme Bois-Guilbert, même s'il est disgracié, tout ça finit par infuser. Ça prépare sans doute certaines des réformes qui auront lieu plus tard, après la mort de Louis XIV, notamment la stabilisation de la monnaie. Donc, si on essaye de résumer ce qu'on a exploré grâce aux travaux de Gauguer et aux archives, la fin du règne de Louis XIV à Rouen, c'est tout sauf une période calme et glorieuse comme on l'imagine parfois. C'est clair, c'est une véritable poudrière sociale. Alimentée par un mélange détonnant de crises, fiscales, monétaires, économiques, alimentaires, qui s'aggravent les unes les autres. Tout à fait. Un enchevêtrement de crises. Et les émeutes, même si c'est souvent le prix du pain qui met le feu aux poudres, elles expriment en fait une colère beaucoup plus profonde, plus complexe. Exactement.
Ces révoltes, même si elles sont finalement contenues, elles nous montrent les fissures profondes de cette société d'Ancien Régime. Elles montrent aussi les limites de l'absolutisme quand il est confronté à des crises d'une telle violence, d'une telle ampleur. Et elle montre la capacité des gens à résister, à agir collectivement. Oui, même si leur voix nous arrive de manière très indirecte, à travers le filtre des archives de la police, de la justice, de l'administration. Ces événements laissent une trace, une mémoire des difficultés, des luttes. Et pour terminer, peut-être une question qui nous ramène un peu à aujourd'hui. Quand on étudie ces révoltes du passé, avec ce mélange complexe de causes profondes, de déclencheurs immédiats, parfois de manipulation, de solidarité qui se font et se défont, qu'est-ce que ça peut nous apprendre sur la façon dont fonctionnent les tensions sociales, les contestations aujourd'hui? C'est une excellente question. La permanence de certaines dynamiques, peut-être? La complexité des motivations? Ou alors, plus simplement, quelle histoire on raconterait aujourd'hui si on avait les témoignages directs des purins, des femmes qui manifestaient en 1713 ou des ouvriers d'Elbeuf en 1709? Si on pouvait entendre leur version des faits au-delà des rapports de police et des lettres d'intendant? Ça laisse matière à réflexion, non? Absolument, une histoire vue d'en bas, qui nous manque souvent.